Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Après Washington, François Hollande est ce soir à Moscou pour convaincre le président russe Vladimir Poutine de participer à une grande coalition pour combattre l'organisation de l'État islamique. Plusieurs questions ce soir. Quelles seront les conditions du président russe? La France va-t-elle plier concernant le sort de Bachar al-Assad alors qu'elle a déjà infléchi sa position? Va-t-elle revoir les sanctions contre la Russie? Eh bien, on en parle avec nos invités. Avec vous, François Clémenceau. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef au service Monde du journal du dimanche et vous êtes l'auteur de Hillary Clinton de A à Z et c'est aux éditions du Rocher. Pierre Laurin, bonsoir, merci d'être avec nous. Écrivain, journaliste, spécialiste de la Russie, auteur de Moscou et la naissance d'une nation et c'est aux éditions Bartia. Et puis avec nous, Denis Beauchard, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller pour le Moyen-Orient à l'IFRI, l'Institut des Français des Relations Internationales, ancien ambassadeur de France en Jordanie. C'est entre 1989 et 1993. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, François Hollande, le chef de l'État français, qui a fait une déclaration à son arrivée à Moscou. On l'écoute. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution à l'unanimité pour que l'ensemble des pays agissent contre le terrorisme, notamment contre Daesh. Et nous devons être à l'initiative pour qu'il puisse y avoir des actions qui doivent être intensifiées contre ce terrorisme-là. C'est pourquoi je suis à Moscou avec toi pour déterminer comment nous pouvons, les uns et les autres, agir et nous coordonner pour que nous puissions à la fois atteindre ce groupe terroriste et en même temps chercher une solution politique pour la Syrie. François Clémenceau, est-ce que François Hollande peut obtenir plus de Vladimir Poutine qu'il n'a obtenu de Barack Obama? Parce qu'il n'a rien obtenu de Barack Obama, ou très peu de choses. C'est pas exact. Je pense que de Barack Obama, on l'a vu, il a obtenu non seulement une solidarité à 100% sur ce qui se passe, sur la condamnation du terrorisme et sur les actions à mener, une intensification de la recherche de renseignements, c'est-à-dire que désormais, tous les livres, comme disent les militaires, sont ouverts sur l'identification des cibles et sur la répartition des cibles qu'il peut y avoir entre Français et Américains. Et le président Obama a en plus ajouté qu'il allait intensifier lui-même les bombardements de son côté, et notamment sur les infrastructures de Daesh qui avaient été relativement épargnées jusqu'à présent. Et avec Vladimir Poutine, on est dans un autre registre. C'est absolument pas la même chose que l'on demande, dans la mesure où, de toute façon, les Russes sont déjà actifs sur le plan militaire dans le ciel syrien. La difficulté, c'est d'obtenir d'eux qu'ils bombardent désormais exclusivement Daesh et non plus tout un tas de formations et de factions au sol qui sont, pour le coup, certaines d'entre elles, des alliés ou de potentiels alliés d'une action au sol lorsqu'on voudra libérer un certain nombre de territoires conquis jusqu'à présent par Daesh. Et on l'a bien vu d'ailleurs avec l'incident de l'avion russe abattu par la Turquie, sur qui était en train de taper ce jour-là l'aviation russe, pas sur Daesh, comme le prétendent les Russes. Ils étaient en train de frapper, de bombarder un certain nombre de milices qui sont alliées de près ou de loin avec les forces de l'opposition syrienne. Donc la difficulté, c'est de savoir si Vladimir Poutine peut s'engager là-dessus sans paraître se désallier, entre guillemets, du régime syrien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne frappe que Daesh, ça veut dire que tous les autres mouvements rebelles qui sont opposés au régime vont pouvoir probablement continuer une partie de leur combat contre le régime syrien. Vladimir Poutine peut-il s'engager à ça? C'est tout ce qui se passe en ce moment, ce soir, à Moscou. Alors justement, Pierre Laurin, est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine va s'engager auprès de François Hollande, justement, à ne frapper que les membres de l'organisation de l'État islamique? Non, je crois qu'on n'en est pas là. Depuis les rencontres à Vienne entre tous les acteurs du drame qui se joue en Syrie, il y a une vingtaine d'États qui sont impliqués dans ces négociations, on essaye d'établir d'une manière formelle la liste des organisations qui sont djihadistes, islamistes et qui donc sont des ennemis, en particulier Al-Nosra, qui est considéré par certains comme des terroristes modérés, comme si le fait d'égorger à moitié, c'était une modération. En revanche, lorsque cette liste qui a commencé à être établie le sera par tous les acteurs qui participent aux négociations de Vienne, là, il y aura une base pour établir réellement quelque chose. En revanche, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les seuls
qui sont susceptibles d'accepter la coalition proposée par François Hollande, et pour la bonne raison que Poutine l'avait déjà proposée avant lui, eh bien, ce sont les Russes. Tous les autres ne veulent pas, parce qu'ils sont pris dans... Barack Obama aussi, parce que François Clémenceau disait tout à l'heure que quand même il a fait des gestes, Barack Obama. Oui, il a fait des gestes, mais il n'est pas prêt à aller dans cette grande coalition. Il y a beaucoup de si. Il y est déjà. Si les Russes... Oui, mais la grande coalition avec la Russie. Il n'est pas prêt à y aller avec la Russie si la Russie continue à taper l'organisation de l'État, pas que l'organisation de l'État islamique, et il n'est pas prêt à y aller si la question de Bachar el-Assad n'est pas également réglée. On va l'écouter, Vladimir Poutine. Vous allez terminer, Pierre Laurent, et je vous donne la parole, Denis Bochart. Le président Hollande et moi sommes d'accord sur le fait que les frappes russes contre l'opposition modérée syrienne n'ont fait que renforcer le régime d'Assad, dont les brutalités n'ont fait que participer à la montée en puissance de l'organisation de l'État islamique. Nous sommes d'accord sur le fait que la Russie pourrait jouer un rôle plus constructif si elle changeait et décidait de viser et de vaincre Daesh. Denis Bochart, est-ce que François Hollande, justement, peut faire un peu le go-between ce soir entre le Russe Vladimir Poutine et l'Américain Barack Obama ? Oui, je pense bien que les préoccupations du président François Hollande ne sont pas tout à fait celles du président Obama. Je pense qu'il y a effectivement deux sujets importants de conversation. C'est effectivement l'identification des cibles. Et jusqu'à maintenant, ou tout au moins jusqu'à hier, les Russes, manifestement, ne s'intéressaient guère à Daesh. Mais je pense qu'il y a une évolution très nette, avant même d'ailleurs de ce déplacement de François Hollande, qui est lié tout simplement par le fait que Daesh a déclaré formellement la guerre à la Russie. Le dernier numéro de Dabiq, qui est donc le magazine en ligne de Daesh, établit clairement un lien entre l'attaque de l'avion de Metrojet à Sharm el-Sheikh et les frappes syriennes, les frappes de la Russie en Syrie. Donc là, je crois que le contexte a changé. Et simplement, l'identification à part Daesh, des différents autres groupes est assez compliquée parce que en Syrie, il n'y a pas un front unique, il y a de multiples fronts, il y a plusieurs centaines de groupes armés, de Katiba, qui travaillent avec des chefs autoproclamés, avec des combattants qui passent d'une Katiba à l'autre. Et donc, c'est très difficile de savoir quels sont les Katiba djihadistes et quels sont les autres. Alors, effectivement, il y a le front El-Nosra, qui, je pense, effectivement, peut être considéré comme un groupe djihadiste. Ils sont nombreux, ils pullulent. Jabhat al-Nusra est désigné dans la résolution des Nations Unies comme étant précisément un groupe terroriste et qui doit être combattu et frappé. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il y en a en revanche effectivement pour d'autres groupes, et notamment un qui est très important, qui s'appelle Ahrar el-Sham, et qui regroupe un certain nombre de factions par les Saoudiens, c'est ça? Les Saoudiens ou les Qataris? Non, financés par les Saoudiens. Les Turcs, les Saoudiens et les Qataris. Et c'est vrai que dans ce groupe-là, dans cette sorte de cartel, il y a à la fois effectivement des milices islamistes entre guillemets classiques et un certain nombre de factions qui ont été alliées ou qui s'allient de temps en temps avec Jabhat al-Nusra en fonction des circonstances, en fonction précisément des objectifs territoriaux. Donc effectivement, pour ce groupe-là, c'est très difficile. Mais qui pourrait dire aujourd'hui que l'armée libre de Syrie, par exemple, est une cible légitime pour l'aviation russe ? Ça ne peut pas être une cible légitime. L'armée libre de Syrie, non, il se trouve qu'en l'occurrence, ils ont été bombardés et à de très très lourdes reprises. Elle ne l'est plus depuis un certain temps parce qu'ils collaborent maintenant avec les Russes pour désigner des cibles. Et ils donnent des cibles aux Russes pour détruire les ennemis de l'armée syrienne libre et non pas Donc vous dites ça, Pierre Laurent, vous dites qu'il y a une collaboration aujourd'hui, parce que les Russes, je vois François Clémenceau très sceptique, les Russes, ça on sait, collaborent avec l'armée syrienne, mais vous dites les Russes collaborent également avec l'armée syrienne libre. Il y a des contacts depuis maintenant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, et non seulement il y a des contacts, mais ce qu'essaye aujourd'hui de faire la Russie, et en particulier dans ces négociations de Vienne, c'est de faire parler ensemble ces groupes et le régime syrien de Bachar el-Assad, de manière à essayer de créer assez rapidement, dans un calendrier qui a été plus ou moins établi, les contacts doivent être pris d'ici la fin de l'année, et puis un gouvernement de coalition doit être
fait dans les 6 mois, avant des élections dans les 18 mois. Donc il y a un processus de négociation qui avance. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'on parle beaucoup de problèmes liés à l'identification des cibles sur le terrain, mais on ne parle pas, ou très peu, des négociations de Vienne qui essayent d'éclaircir le terrain. Et là, ça me semble évident qu'il y a des progrès qui sont faits de part et d'autre. Et c'est sur cela que compte s'appuyer François Hollande, évidemment. Alors sur Vienne, justement, sur ces pourparlers à Vienne, il y a des progrès qui sont faits. En effet, il y a des petits pas qui ont été faits du côté de la France, qui aujourd'hui dit que la priorité, c'est la lutte contre l'organisation de l'État islamique et c'est plus la chute de Bachar el-Assad. Mais est-ce qu'on peut dire, Denis Bochart, et je vous ferai réagir aussi François Clémenceau, que c'est le même discours des Américains? On a le sentiment quand même que les Américains, en tout cas, sur cette question-là, n'ont pas grandement avancé le sort de Bachar el-Assad. Écoutez, je pense qu'il y a une crispation sur la personne de Bachar el-Assad qui pose problème, qui interpelle, parce que en fait, le problème, c'est Bachar el-Assad n'est pas un dictateur solitaire, c'est la tête émergée d'un système, d'un ensemble, d'un régime. Et donc, je pense qu'il y a un faux problème. De même que lorsqu'on parle du soutien sans faille de la Russie à l'égard de Bachar el-Assad, on peut être très sceptique. Absolument. Et d'ailleurs, le voyage récent à Moscou ressemble tout autant une convocation qu'à une invitation. Et peut-être qu'en dehors d'un soutien affiché, il y a déjà peut-être un départ programmé de Bachar el-Assad. Les Russes ont une politique étrangère totalement cynique. Le jour où Bachar el-Assad ne leur sera plus utile, ils le laisseront tomber. Donc je pense qu'il y a un faux problème et que le processus de Vienne, à l'évidence, va se terminer, va déboucher sur un départ de Bachar el-Assad. Le problème, c'est de savoir le remplacer par qui? C'est ça, en fait, le problème. Et c'est effectivement un exercice extrêmement difficile. Il faudra sans doute... Mais d'une certaine manière, est-ce que les Russes... L'objectif essentiel des Russes, c'est de préserver naturellement leur ancrage en Syrie, qui est effectivement un point d'ancrage essentiel depuis près de 60 ans, et qui préexistait d'ailleurs au régime des Assad. Mais finalement, François Clémenceau, est-ce que les Russes n'ont pas aussi appris de l'histoire, et notamment de l'histoire libyenne, que finalement, de lâcher demain Bachar el-Assad, c'est peut-être aussi tout l'État libyen qui risque d'être en pleine déliquescence et qu'on risque de repartir. Alors vous allez me dire, c'est peut-être déjà le chaos en Syrie, est-ce que ça peut l'être plus? L'État syrien. Mais l'État syrien, la difficulté, c'est que précisément, il est quand même dans une très très grande déliquescence. L'armée syrienne elle-même n'est plus que l'ombre d'elle-même. La preuve, c'est qu'elle a dû recourir à une aide massive des Iraniens, qui sont aujourd'hui sur le terrain, qui se battent aujourd'hui pour reconquérir du territoire perdu ou pour même protéger des villes qui sont assiégées par les forces d'opposition syriennes et par un certain nombre de factions djihadistes. Donc la difficulté, elle est là, et on n'en a pas encore parlé jusqu'à présent, mais l'une des grandes inconnues, à mon sens, c'est effectivement l'Iran, d'un côté, avec qui il n'y a pas trop de problèmes pour régler l'affaire irakienne, mais où toutes les portes sont ouvertes en Syrie. Et la deuxième inconnue, c'est la Turquie, dont on ne parle pas suffisamment parce que pour l'instant on est focalisé sur cette histoire d'avions et de rétorsion diplomatique et économique entre la Russie et la Turquie. Mais la Turquie, à l'évidence, va jouer un grand rôle dans cette nouvelle phase, y compris pour déterminer qui seront ceux qui seront autorisés à s'asseoir autour de la table. On a confié ce rôle aux Saoudiens et aux Jordaniens pour faire une sorte de processus de filtrage, de sélection, qui devrait aboutir au mois de janvier. Mais on voit bien que c'est extrêmement difficile parce que si j'étais aujourd'hui iranien, j'aurais de très très grandes difficultés à accepter que l'opposition syrienne soit au bord de la table pour pouvoir négocier précisément le départ de Bachar el-Assad. Oui, mais là, il y a un effet qui est l'effet d'entraînement, c'est-à-dire que ces pays, en particulier les pays du Golfe et l'Arabie saoudite, sont sous le regard très scrutateur maintenant du reste de la communauté internationale qui se dit, bon, maintenant, ça suffit le double jeu. Maintenant, il faut prendre des décisions. Et de même à l'égard de la Turquie. Le double jeu de la Turquie, notamment à l'égard des Kurdes, qui sont leur objectif principal et non pas l'État islamique. Ce qui est très curieux, c'est qu'on dénonce sans cesse le cynisme des Russes, mais pas celui des Turcs. Alors justement, je ne sais pas si on peut l'écouter, parce que c'est aussi notre interview exclusive. Et donc, c'est le président turc Recep Tayyip Erdogan qui a répondu aux questions de Marc Perelman, justement sur la question du double jeu de la Turquie. La Turquie qui est accusée d'acheter du pétrole à l'organisation de l'État islamique, ou en tout cas de tirer certains bénéfices en permettant le transit du pétrole de l'organisation de l'État islamique sur son territoire. Eh bien, la question a été posée à Recep Tayyip Erdogan. Écoutez sa réponse au micro
de France 24 de Marc Perelman. Quand l'organisation terroriste essaie de faire venir du pétrole en contrebande dans notre pays, nous intervenons immédiatement. Nous saisissons le pétrole et ensuite notre ministère du Commerce détruit ces stocks. Notre premier fournisseur, c'est la Russie. Les responsables russes ne devraient pas dire ce genre de choses. C'est une honte. Nous n'avons jamais fait ce genre de commerce avec les terroristes. Il faut le prouver si on l'avance. Et le moment où ils le prouveront, Tayyip Erdogan ne resterait pas en poste ici. Mais ceux qui font ce genre de calomnie, est-ce qu'ils vont quitter leur poste? Nous vivons avec notre honneur. Denis Bochart, il a raison, Pierre Laurin. C'est vrai qu'on pointe quand même beaucoup du doigt Vladimir Poutine et son cynisme. Est-ce qu'on ne ferait pas bien aussi pointer du doigt nos alliés, les Saoudiens, les Qataris, les Turcs pour leur cynisme aussi, hein? Non, j'utiliserais plutôt le mot ambiguïté. Ou peut-être double jeu. En tout cas, il est sûr que les Turcs, comme les Saoudiens, ont des objectifs ou des priorités qui ne sont pas les nôtres. Comme Pierre Laurin le disait, s'agissant des Turcs, l'objectif essentiel, c'est d'éviter la création d'un Kurdistan syrien sur leur frontière sud, c'est de lutter contre le PKK et ses bases arrières, et c'est donc aussi de lutter contre Bachar el-Assad. Quant à l'Arabie saoudite, l'objectif essentiel, et d'ailleurs on le voit à travers son relativement faible engagement en Syrie, c'est une guerre contre l'Iran par procuration, et leur principal champ de bataille actuellement, c'est le Yémen. Ce n'est pas la Syrie. Et finalement, les Saoudiens n'ont jamais véritablement accepté la mise en place par les États-Unis d'un gouvernement chiite à Bagdad. Et c'est ça, finalement, leur priorité. C'est d'essayer de déstabiliser le gouvernement chiite de Bagdad. Allez, on fait une petite pause, le temps du rappel des titres. Et on attend toujours cette conférence de presse de François Hollande et Vladimir Poutine qui prend un peu de temps. Visiblement, ils ont plus de choses à se dire que prévu. À tout de suite.